Donc maintenant, nous avons largement le temps des questions. Monsieur Turgeon, où est-il? Il est sur votre gauche. Ah, j'aimerais que peut-être vous interveniez en stéréo ou en synergie. Il faudrait peut-être faire circuler ce qu'on a les micros. Bien, merci pour cet exposé qui était vraiment très éclairant et puis très rempli d'espoir aussi, je dirais, pour l'avenir. Alors, j'étais très sensible à tout ce que vous avez dit au sujet des questions de l'hybridité, des métissages, parce que, bon, comme vous savez, j'ai écrit un livre sur les patrimoines métissés qui s'intitule Patrimoine métissé. J'avais réfléchi un peu à cette question dans le cadre du Canada, qui est aussi un pays composé de toutes sortes de nations et qui est fortement métissé. Alors, j'étais un peu parti des mêmes notions que vous. J'étais parti beaucoup d'une réflexion sur l'identité, sur les constructions identitaires, pour voir un peu comment les patrimoines étaient construits, déconstruits et reconstruits finalement dans cette dynamique de la construction des identités, parce que je pense que les deux sont très intimement liés. J'aurais peut-être je pense très, très sincèrement que ce qu'il y a de plus important dans le patrimoine, c'est sa dynamique de construction. C'est ce qui unit les gens, plus que l'objectif ou le patrimoine qu'on souhaite créer, c'est la dynamique de la construction. Et cet effort commun est ce qui, finalement, unit les gens. Je pense que si je transpose un petit peu au patrimoine européen, que je connais beaucoup moins, mais que en m'inspirant finalement de ce que j'ai pu observer au Canada, je crois que c'est cet effort de construction qui va réunir et je ne pense pas que c'est absolument nécessaire de construire une mémoire commune ou même un patrimoine qui soit à l'identique, mais c'est l'effort de reconnaissance et de construction. Et je pense, dans mon esprit, finalement, la grande diversité du patrimoine, je ne le vois pas du tout comme un problème. Je pense que c'est plutôt une grande richesse. Mais ce qui est important, c'est l'effort de reconnaissance du patrimoine des autres et aussi de ne pas oublier, comme vous l'avez très bien souligné, de ne pas oublier que, et je pense que Mme Bayon aussi a fait allusion à cette idée ce matin, que le patrimoine n'est pas une reproduction à l'identique des choses, mais une dynamique de création, et qu'il y a beaucoup de création qui se fait à partir du patrimoine, c'est-à-dire que l'invention de nouvelles traditions ne peuvent vraiment se réaliser qu'à partir de ce qui existe. Donc, on invente toujours à partir de ce qui existe. Et donc, le patrimoine est une source très importante de créativité. Et même tous les efforts de construire le patrimoine, de le maintenir, exigent énormément de créativité. Alors voilà un petit peu des réflexions que je vous lance pêle-mêle comme ça, mais peut-être que, en fait, disons que la question qui me préoccupe, c'est celle du lien entre la mémoire et le patrimoine. Et je me demande, je ne sais pas, c'est une question que je pose, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir une mémoire commune pour
qu'on puisse partager un patrimoine commun. Oui, c'est une question que je me suis beaucoup posée parce que comment dirais-je, pour qu'il y ait à un moment donné du commun, il me semble quand même nécessaire qu'il y ait, outre la reconnaissance de l'autre, ça je pense que c'est le point de départ, mais il faut aussi que se tisse entre les partenaires, les différents éléments qui composent cette communauté, se tisse quelque chose que j'appellerais un champ commun de référence. C'est vrai que tout à l'heure, je prenais le cas de la musique, par exemple. Si nous parlons d'une musique européenne, on va nous dire c'est une musique qu'on va caractériser comme classique. Bon, laissons tomber, c'est là une classification extrêmement rapide. Mais il y a une diversité extraordinaire. Les chorales qui sont, comme je le disais, composées par les cantors allemands n'ont rien à voir avec les polyphonies que l'on chante, par exemple, dans la Rome très catholique à l'époque de Palestrina ou à Venise à l'époque de Vivaldi. Et ils se connaissent, ils peuvent arriver à s'imiter, mais ils le font parce qu'insensiblement se tisse une mémoire commune. Qu'il y a des citations musicales à l'intérieur des œuvres des uns et des autres. Et donc qu'ainsi, on arrive à avoir des références communes. Et dans les œuvres, on sait, dans les œuvres musicales, quelle que soit leur nature, on sait comment ces citations sont repérées et sont la marque de l'influence, mais aussi le point de départ de la création de l'autre. C'est-à-dire que la dynamique, et je suis tout à fait de votre avis, d'ailleurs j'ai utilisé le terme, la dynamique constitutive d'un patrimoine commun, à mon avis, ne peut pas nous, comment dirais-je, s'isoler, se mettre à l'écart d'une mémoire des formes, des œuvres que les autres ont pu élaborer. Malraux parlait tout à l'heure de ce musée imaginaire. C'est ça que j'appelle ici vraiment la mémoire. On sait comment, nous savons comment, par exemple, Ruskin est influencé par la cathédrale d'Amiens et comment Ruskin, à son tour, sert de référence à Proust dans La recherche du temps perdu, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un jeu perpétuel de citations et une mémoire commune qui se crée et qui est à l'origine de ce que de ce que nous avons appelé les généalogies du patrimoine. Voilà pourquoi je crois que cette mémoire est un petit peu au cœur. Sinon, il me semble qu'on est un peu dans l'ignorance. Ou alors la reconnaissance est purement intellectuelle, mais pas forcément le fruit d'une espèce de nourriture commune. C'est tout au moins mon avis. Mais je dirais peut-être que nous entendions le reste de la salle sur ce sujet. Merci Lorraine. Question ou à M. Turgeon ou à moi ou à qui d'autre que ce soit. À vous, s'il te plaît. Bonjour. Merci pour votre conférence. Et en fait, j'aimerais vous poser une question. C'est pas tout à fait en rapport avec ce qu'on vient de dire. Mais en fait, on voit qu'aujourd'hui, finalement, même l'identité européenne, elle est quand même remise en question par de nombreux pays. On peut penser par exemple à l'Angleterre qui veut quitter l'Union européenne. Et en fait, ce que je voulais poser, c'était une question sur le patrimoine. Est-ce que finalement l'existence de patrimoines nationaux qui sont mis côte à côte, je veux dire, l'idée même, ce concept même, ne nuit pas à l'existence, à la création d'un patrimoine européen? Est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de ces conceptions
national, purement national, pour arriver finalement à construire quelque chose aujourd'hui qui serait finalement plus en rapport avec la réalité historique, étant donné que les nations européennes se sont toutes construites en ayant des rapports les unes avec les autres. Madame est située à droite ou à gauche, à l'amphi? À gauche, merci. Oui, c'est une question effectivement qui est extrêmement grave pour notre sujet parce qu'il y a une tension qui existe entre, d'un côté, le patrimoine national et de l'autre, le patrimoine européen. Je l'aborderai un peu cet après-midi, donc ça me gêne de rentrer dans trop de détails, sinon je vais déflorer le sujet, comme l'on dit. Mais, vous savez, il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans cette histoire européenne. Au XIe siècle, il y a eu un schisme. Le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Nous l'avons oublié, heureusement d'ailleurs. Mais ce schisme traverse toujours l'Europe. Et je vais vous donner un exemple qui est on ne peut plus immédiat. Alors, ce n'est pas l'Angleterre, c'est un autre schisme, l'Angleterre. Mais c'est l'Ukraine. Quand vous regardez aujourd'hui en Ukraine, les deux partis qui se réclament soit d'un côté de l'Europe, soit de l'autre côté de l'Union soviétique, c'est lapsus révélateur, de la Russie, eh bien nous voyons qu'il y a entre les deux la ligne de faille du schisme du XIe siècle. Et je crois que c'est une question... Nous croyons que l'histoire est révolue. Nous croyons que l'histoire n'a pas marqué et qu'en définitive, depuis 1945, nous avons construit quelque chose d'autre. Mais c'est naïf. L'historien que je suis ne peut pas considérer, même si je le regrette, que l'on fasse fi de 20 siècles d'histoire. Nous ne sommes pas au Nouveau Monde. Et dans le cas de l'Angleterre, fruit d'un autre schisme, comme je le disais, le schisme du début du XVIe siècle entre Rome et l'Église anglicane, il y a la même question qui se pose. L'Angleterre revendique un patrimoine anglican et protestant qui tourne volontairement le dos au patrimoine romain catholique, à la latinité. Ça a posé des questions sans fin durant tout le XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Alors, oui, ça serait très bien qu'il y ait un patrimoine européen commun. M. Turgeon disait que c'était peut-être pas forcément un horizon à chercher à atteindre, mais il n'empêche que pour le moment, vous verrez cet après-midi, je vous donnerai un exemple très 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 évocateur, nous n'avons absolument pas, à mes yeux, de patrimoine commun. Le cas ukrainien, par exemple, est une belle illustration de cela. On se réfère d'un côté à l'orthodoxie et à ses traditions et à son patrimoine architectural, spirituel, tout ce que vous voulez, et de l'autre, on se revendique de valeurs européennes, de valeurs proches du christianisme romain, de valeurs proches des grands idéaux portés par la Révolution française et autres. On n'est pas du tout dans le même monde. Et pourtant, nous sommes dans le même espace géographique. Il y a quand même quelque chose ici, et c'est à micro-échelle. Enfin, micro-échelle, c'est une échelle importante, mais c'est à micro-échelle par rapport au reste de l'Europe. Et vous savez, si vous prenez les îles britanniques, si vous allez dire à un Écossais qu'il a un patrimoine anglais, il va vous faire une drôle de tête. Hein. Ne serait-ce que par le whisky. Le whisky est un patrimoine écossais, pas anglais. Ai-je répondu à votre question, mademoiselle?
Voilà, monsieur, je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'est plutôt une observation. Mais allez-y, la parole est libre. Merci. Je pense que le patrimoine doit être des outils de référence, de rassemblement également, non simplement sur le plan politique, mais sur le plan sociétal également. Mais ce que je constate en Europe, au niveau sociétal, sociologique, il y a deux problèmes. Je ne sais pas si le mot est fort, mais il y a également une sorte d'exclusion. Je prends par exemple le cas de Rome. Alors, le cas de, pardon Rome. Le Rome. Le Rome. Voilà. Rome, voilà. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut arriver à envisager un patrimoine commun, un patrimoine à l'échelle européenne, s'il y a plus ou moins le cas d'exclusion, comme je venais de l'illustrer avec le rhum. Voilà. Ah, le rhum, oui, d'accord, je vois. Moi, je croyais que c'était le rhum qui se boit. D'accord. Oui. Mais alors là, nous revenons sur une question que je vais aborder un peu cet après-midi. Excusez-moi. Attendez, vous êtes à droite ou à gauche ? À droite. Je risque de revenir sur ces éléments cet après-midi. Mais je crois que là, j'ai fait une introduction générale pour le module. J'ai essayé d'ouvrir les problématiques. Là, cet après-midi, nous nous concentrerons davantage sur des thèmes plus précis. Mais je crois que dans ce que nous avons vu rapidement ce matin, il y a des angles morts. En fait, il me semble que le patrimoine qui l'emporte est toujours le patrimoine du groupe majoritaire. Ça semble plus ou moins naturel et logique. Et qu'effectivement, à l'intérieur de cet ensemble, il y a des sous-ensembles. Par exemple, alors je connais peu le cas de Rome, mais il y a un cas qui me saute aux yeux, si j'ose dire, c'est le problème du patrimoine juif en Europe. On l'a longtemps exclu, ce patrimoine juif, je l'ai dit tout à l'heure. Il était considéré comme non assimilable, non intégrable à l'intérieur du dispositif plus vaste qui était le patrimoine, entre guillemets, européen. Donc on le rejetait. Or, si nous regardons de près, si nous excluons ce patrimoine juif, nous excluons l'un des pères de la langue française, Rachy, XIIe siècle à Troyes. C'est un de ceux qui sont à l'origine du français. Et c'est un des plus grands interprètes de la Torah. Nous excluons la Kabbale, XIIe siècle, sud de la France et Espagne, Gérone. Nous excluons au XVIIe siècle Manasseh ben Israël et Baruch Spinoza, deux des plus grandes consciences et des plus grands philosophes de l'Europe du XVIIe siècle, porteurs des Lumières. Ils ont analysé et critiqué les textes. C'est-à-dire que nous nous amputons nous-mêmes. Ce n'est pas simplement le fait que ce soit des membres d'une communauté, c'est que par leur travail à l'intérieur de cette communauté, ici en l'occurrence la communauté, les communautés, devrais-je dire, juives, eh bien ils ont apporté à l'ensemble plus grand, à l'ensemble européen, des fruits qui n'ont pas d'équivalent. Alors, je ne connais pas, pour être très clair, ce patrimoine Rome, mais j'ai en tête quelque chose qui me semble tout à fait important, c'est que le patrimoine musical européen est aussi marqué par ces Roms, ces Digan et autres, qui ont laissé toute une série de thèmes musicaux. Il n'y a qu'à regarder certaines œuvres de Liszt et de Brahms. Ce sont des auteurs, enfin des compositeurs qui ont été nourris par cette musique. Donc, je crois qu'il y a des marges, je dirais même des marginalités. Certains étudiants qui sont dans la salle et qui ont suivi mes cours vont dire ça y est, ils recommencent avec ce sujet. Mais c'est très important. Il y a le patrimoine du grand groupe et puis il y a le patrimoine du groupe marginal et minoritaire. Et finalement,
la synergie qui s'établit entre les deux, les échanges qui s'établissent quand c'est possible, sont au bénéfice des deux. Donc, on reviendra sur ce point, mais il me semble qu'il y a là un thème très important dans notre réflexion. Marginalité culturelle, sociale, tout ce que vous voulez, religieuse, etc., et patrimoine européen. Mais j'en dis pas plus parce que je grillerai mes cartouches pour cet après-midi. Voilà, merci. Donc, je vous remercie de votre brillant exposé. Donc, moi, j'aimerais poser une question. C'est Mamadou qui parle. C'est Mamadou, oui. J'ai reconnu la voix. Sa voix, elle est voilà, toujours la même. Donc, moi, je dirais que c'est juste une interrogation. Est-ce que vous avez envisagé, dans cette perspective de construction d'un patrimoine culturel européen, de réfléchir sur l'impact que ce patrimoine pourrait avoir sur le plan idéologique et politique, à l'échelle européenne d'abord et au niveau international? Oui, on est bien un peu obligé. Tout est idéologie. Attendez, vous êtes Mamadou à droite ou à gauche? Je suis à gauche. Je suis à... Ah, bon, voilà. Voilà, à droite pour moi. Non, parce que je vais pas parler dans le vide quand même. Oui, tout est idéologie, c'est-à-dire un système de pensée qui rend compte du monde. Donc, quand nous définissons des patrimoines, d'une certaine manière, nous sommes dans l'idéologie. Alors, ce qui est intéressant, en revanche, c'est de voir la place de ce patrimoine à l'intérieur du système idéologique européen. Et là, on n'est pas déçu. Lorsque on fonde l'Europe dans l'après-guerre, par quoi commence-t-on? On commence par l'énergie, on commence par l'acier, on commence par le charbon, c'est la CECA. Et puis ensuite, eh bien, tiens, on va se dire, il y a un peu de culture aussi. Oui, effectivement. C'est le prix Charlemagne, par exemple. Mais ce prix Charlemagne, quand on regarde la liste, je me suis amusé à regarder la liste des lauréats. Il existe depuis 1949. Il y a un historien. Il n'y a pas de créateur, pas d'artiste, pas de peintre, pas de musicien. Tous les autres sont des politiques ou des chefs d'État ou des papes. Voilà. C'est-à-dire que, idéologiquement, ça a une signification. C'est qu'on a voulu construire la CECA et l'Europe par le haut, et on a voulu construire l'Europe culturellement, ici en l'occurrence avec le prix Charlemagne, on l'a fait par le haut. On ne couronne pas des lauréats qui, à la base, auraient pu travailler pour construire un patrimoine européen ou une culture européenne, ou favoriser l'éclosion d'une culture à l'intérieur d'un dispositif européen. Pas du tout. Ça ne les intéresse pas. On a même eu ce prix tout à fait surprenant. Le prix Charlemagne a été remis à la Commission européenne. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Bon, c'est quand même assez instructif de la façon que l'on a en Europe de positionner la question culturelle et patrimoniale. Alors là où, à un moment donné, il y avait quelque chose de tout à fait intéressant, mais qui ne marche presque plus, c'était avec les jumelages, les partenariats. Je vais vous donner un exemple de la fragilité de ce dispositif. Ce dispositif a beaucoup marché dans les années 1960-70. Beaucoup de petits Français sont partis en Allemagne à cause des jumelages. Saint-Étienne était, par exemple, jumelé avec Wuppertal en Allemagne et Coventry en Angleterre. Bien, ça a très bien marché. Depuis, on va dire depuis à peu près 15 ans, ça ne marche plus. Ça ne marche plus pourquoi ? Parce que les générations qui ont participé à ces jumelages, qui ont construit même ces jumelages, avaient connu la guerre, avaient connu, dans certains cas, les bombardements, avaient connu les privations et considéraient que c'était une gigantesque guerre civile qui avait eu lieu entre 1870 et 1945 et qu'il fallait mettre fin à cela. Et par là même, on avait mis en place ces jumelages qui étaient une connaissance de l'autre. Comme le disait M. Turgeon tout à l'heure, c'est la reconnaissance.
C'est-à-dire la connaissance du patrimoine de l'autre, du patrimoine linguistique, du patrimoine gastronomique. J'ai jamais mangé de gigot à la menthe. Eh ben, t'en mangeras, tu iras en Angleterre en bouffer. Ben voilà. Et bon, donc on découvre ce que c'est que le gigot à la menthe, etc., etc. Bien. Mais depuis à peu près 10 ans, on va dire, 10 ans, ça ne marche plus. Je vais vous donner un exemple très précis. Je suis en train de mettre en place c'est même fini, un projet qui vient d'être labellisé par le ministère des anciens combattants, un label de la commémoration 1914. Nous avons essayé de prendre contact avec les villes, c'est sur la commémoration de Verdun. On a essayé de prendre contact avec Wuppertal, par d'ailleurs un des acteurs historiques de ce jumelage. 0. Réponse nulle, tant du côté français que du côté allemand. C'est-à-dire que ça n'est plus conçu aujourd'hui, alors bon, on a monté le projet autrement, on s'est débrouillé, mais si vous voulez, ça veut dire que ce n'est plus conçu comme étant une priorité politique pour faire connaître l'autre et pour construire non seulement une culture et un patrimoine européen, mais tout simplement construire l'Europe. Alors maintenant, idéologiquement, à l'extérieur, le problème est beaucoup plus grave, beaucoup plus lourd, et je dirais même plus vaste. Vous avez remarqué, Mamadou, que je n'ai jamais considéré que l'Europe était ici en situation de domination par rapport au monde. Ce que l'Europe a pourtant souhaité être pendant des siècles. N'oubliez pas cette phrase de Rudyard Kipling définissant la colonisation, le lourd fardeau de l'homme blanc. C'est dire si il y a là une véritable mission que l'Europe s'était donnée pour imposer sa culture et par là même ses patrimoines, d'une certaine manière, aux autres. Je pense que ce temps-là, heureusement, est en grande partie révolu. La colonisation a en bonne partie mis fin à cet impérialisme culturel. Et puis d'autre part, et c'est ça qui me semble plus intéressant, il y a désormais des jeux migratoires et des influences de nature culturelle, économique et autres qui viennent battre les cartes d'une toute autre manière. Si nous sommes lucides, c'est tout au moins comme ça que je le vois, l'influence européenne dans le champ international est bien moindre que celle de la Chine d'aujourd'hui. Et l'influence culturelle chinoise est bien plus grandissante que celle de l'actuelle Union européenne. Et je crois que l'Afrique est en train aujourd'hui de toucher du doigt cette question. C'est-à-dire que la définition d'un patrimoine européen aujourd'hui n'est plus, à mon avis, je donne mon avis, n'est plus, à mon avis, à concevoir en termes impérialistes, mais tout simplement en termes, alors on va dire peut-être de modèle, certainement, de référence, absolument. C'est comme ça que je le vois. Je le pressens de cette manière. Ai-je répondu à votre question? Si je n'ai pas répondu, vous pouvez... Non, ça va? C'est bien. Bon, ben je ne demande pas un satisfait, c'est bon. Vous vouliez rebondir, Mamadou? Allez-y. J'avais peut-être, juste envie de... Alors, Monsieur Turgeon. Oui, excusez-moi, de faire un commentaire là, qui, en fait, la question a suscité chez moi la réflexion, et puis je reprends aussi un peu certaines des questions qui ont été posées antérieurement. Bon, je donne un petit peu ma vision sur la chose. Et mais vous êtes là pour ça. Pour discussion. Alors, je ne sais pas, je vois difficilement construire un patrimoine commun en reprenant, disons, tous les éléments disparates de ces différents patrimoines nationaux ou autres, et en les mettant dans le même pot, et puis
en les mélangeant pour faire une sorte de soupe commune. Je vois difficilement comment cela peut se réaliser, mais il y aurait peut-être, à travers l'exercice de la reconnaissance de la diversité et aussi la reconnaissance des patrimoines qui sont davantage partagés par différents pays, la valorisation de ces patrimoines, je pense, pourrait être un exercice intéressant et puis aboutir à une meilleure définition de ce patrimoine commun, parce que si on revient un petit peu à l'histoire, les patrimoines nationaux se sont construits pour fortifier les identités nationales, Bien on sûr. est d'accord, alors que souvent à l'exclusion de ceux qui étaient partagés par les Européens. C'est la même chose chez moi au Canada. Donc, il y aurait peut-être cet exercice à faire, ce travail d'inventaire, de repérer finalement ce qui, au niveau du patrimoine, est partagé, et de partir de là plutôt que d'essayer de mélanger, de regrouper des patrimoines nationaux qui peuvent difficilement être réunis, vous voyez. Enfin, voilà, Mais je suis tout à fait de votre avis. Hein. Oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de... si on pense aux personnes qui ont circulé à travers l'Europe, qui ont partagé leurs idées avec d'autres, la même chose, je pense, pour des objets, des styles artistiques, la musique dont vous avez fait allusion. Là, il y a des éléments, il y a beaucoup d'éléments de partage. Hein. Et puis, en insistant sur ces éléments-là, il y a une façon, je pense, de redéfinir le patrimoine comme un bien collectif qui va bien au-delà de celui des nations. Alors, je partage tout à fait votre avis. Moi, je ne pense pas qu'on pourra faire quelque chose de nouveau avec la vieille soupe. Mais qu'en revanche, on puisse construire quelque chose d'autre après, oui. Mais on a quand même ce que j'appellerais de la réutilisation. C'est un terme un peu architectural, mais ça fonctionne dans l'architecture, ça fonctionne certainement aussi en culture. Je vais vous prendre un exemple qui, je trouve, est très révélateur de ce passage que vous avez évoqué de patrimoine identitaire national à patrimoine plus large et de nature, disons, européenne. C'est la 9e symphonie de Beethoven, avec en particulier ce célèbre Heidi Freude, c'est-à-dire l'Aude à la joie. Quand on fait l'histoire, la généalogie, pour reprendre le terme qui est dans le programme, quand on fait la généalogie, c'est très instructif. On sait qu'il y a à l'origine un poème de Schiller, 1785. On sait qu'il y a donc un projet de Beethoven dès 1792, nous sommes en pleine Révolution française. Ce que Schiller et Beethoven veulent mettre en exergue, c'est la fraternité. Et puis, eh bien, il y a l'œuvre 1824. Bien, ça c'est le départ, n'en parlons plus. Mais ensuite, il y a l'utilisation. Dans le cas du XIXe siècle, cet hymne, cette ode à la joie et cette 9e symphonie, progressivement deviennent une sorte d'emblème du patrimoine dit germanique. Et en 1933, eh bien, ça devient la musique la plus jouée sous le Troisième Reich. On n'a jamais autant joué la 9e symphonie et l'hymne à la joie qu'entre 1933 et 1945. Pour les nazis, c'est le patrimoine arien, entre guillemets, dans toute sa splendeur. On le joue à l'inauguration des Jeux Olympiques de 1936, on le joue pour les anniversaires d'Hitler, etc. Or, que voyons-nous aujourd'hui? C'est l'hymne européen. Il y a quand même quelque chose de tout à fait surprenant. Il y a une espèce de renversement total. À l'origine, ce poème de Schiller et ce morceau de musique avait été écrit, composé en référence à la Révolution française, en référence aux Lumières, en référence à un cosmopolitisme qui était le grand thème des Lumières. Et voilà qu'on le récupère comme étant finalement le patrimoine le plus exclusif, ou celui qui exclut le plus, puisqu'il est caractérisé d'arien.
Et en 1972, on a décidé de l'établir hymne européen. D'ailleurs, quand on regarde précisément, il n'est pas dit hymne européen dans le texte. Il est marqué hymne des chefs d'États européens. C'est-à-dire que ce n'est même pas conçu comme l'hymne de l'ensemble de l'Union européenne, mais des chefs d'État. C'est une fraternité quand même très, très aléatoire, tout ça. Alors, il ne s'agit pas de faire du neuf avec du vieux, mais vous voyez ici comment, en traversant les différents épisodes et les différentes strates de cette histoire et de cette patrimonialité, nous arrivons à un résultat surprenant et qui est complètement à l'opposé de ce qu'on aurait pu imaginer autrefois. Oui. Bonjour, monsieur Dupert. De- Je suis à gauche. De Père, pardon. Alors, en vous écoutant parler du patrimoine commun, j'ai pas arrêté de penser à l'espace public. Et l'espace public, bon, c'est un espace politique, c'est l'édification, je reprends Habermas, c'est l'édification du bien commun, et il inclut la sphère sociale, le civil public et la sphère de l'État. Et il y a toujours un jeu d'une partie qui domine l'autre partie. Enfin, je schématise peut-être. Mais en parlant du patrimoine commun et en pensant à l'espace public et ce que pourrait offrir, c'est-à-dire les caractéristiques comme l'expérience de l'altérité, c'est-à-dire accepter l'autre, c'est un espace qui appartient à tous, mais qui appartient à personne. Donc je fais le parallèle avec le patrimoine, et en reprenant le terme patrimoine européen, je trouve qu'il contient en lui-même une contradiction. Si on le prend comme une entité, patrimoine européen, c'est-à-dire qu'il exclut les autres patrimoines dans le reste du monde. Il veut être patrimoine commun. Ça, d'un côté. D'un autre côté, politiquement parlant, par exemple, les conventions, je parle de la convention de Faro, pour la ratifier, il faut reconnaître le patrimoine européen. Et donc là aussi, je me pose la question. Et puis si on rentre à l'intérieur de ce patrimoine européen, donc il y a plusieurs entités et il y a plusieurs patrimoines, on va dire, que ce soit local ou national, culturel, etc., etc. Donc d'un côté, culturellement parlant, qu'est-ce qu'on entend par le concept patrimoine? Parce que dans les cultures et les langues, ça change. Alors si on emploie le concept patrimoine tel qu'il est, par exemple en français, est-ce que c'est le même écho dans une autre culture? Et on vient avec l'idéologie de ce concept patrimoine, l'appliquer à une autre culture. Est-ce que c'est pas contradictoire aussi? Deuxièmement, Je vais peut-être d'abord répondre à ça parce que... j'ai juste 2 points et comme ça je Oui. finis. Et puis par rapport aux mémoires, il y a aussi... à la mémoire, vous à voulez la dire. mémoire, Oui. aux mémoires collectives et les conflits de mémoire. Et il y a l'expérience du sensible. Vous avez parlé d'identité. Et donc, on peut se poser la question entre l'avoir et l'être. Et donc, nous sommes qui et nous avons quoi? Est-ce que ça ne renvoie pas à d'autres problèmes plus profonds qui sont de l'ordre de l'être? Et par rapport à la mémoire, est-ce que l'attachement à quelque chose qui peut être patrimoine, que ce soit matériel ou immatériel, n'est pas hérité aussi? Vous êtes à droite ou à gauche? Je suis à gauche et j'ai fini. Merci. Merci. Oui, alors dites, c'est une nouvelle conférence que vous me faites faire. Première chose, je suis d'accord avec vous, le patrimoine, c'est du collectif. Je vous rappelle que le grand passage s'est fait à l'époque, on revient toujours au même moment. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est une strate essentielle. À la fin du XVIIIe siècle, avec la Révolution française, au moment où on est passé des collections privées, des collections royales, des collections des grands membres de l'aristocratie, au commun, c'est-à-dire au musée.
Avant, il y avait des collections privées, désormais, il y a des collections nationales qui appartiennent alors à la République, à qui vous voulez. Donc, du moment qu'il y a ce patrimoine-là, il est collectif. Même aujourd'hui, si vous avez un château, on va vous demander de le faire visiter parce que vous aurez des subventions. C'est ce qui fait qu'il est, même s'il est votre propriété privée, quelque chose qui appartient à du collectif. Donc ça, c'est un point essentiel. Pour moi, le patrimoine est effectivement de nature collective. Ce qui d'ailleurs a des conséquences, que je ne veux pas aborder ici, mais qui sont très très importantes sur la manière que nous avons de construire ce patrimoine. Alors, deuxième question, oui, c'est tout le problème de l'interculturalité que vous posez ici. Nous savons très bien que les langues ne découpent pas le réel de la même manière. Chaque langue a sa manière d'appréhender le monde. De la même façon, chaque groupe humain a sa manière de découper le passé, l'histoire et donc le patrimoine. Par exemple, dans ce monde européen, ces mondes européens, devrais-je dire, eh bien, le patrimoine immatériel n'a pas une place très très importante. Vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai dit peinture, architecture, histoire, on pourrait dire maintenant paysage, etc. L'immatériel n'est pas vraiment le patrimoine le mieux mis en exergue dans les façons que les Européens ont de percevoir le patrimoine. Les traditions ont souvent été... on a souvent jeté l'opprobre sur les traditions. Le folklore, Van Gennep et la manière un peu bornée de faire l'inventaire des objets, des traditions, des histoires, etc. Tout cela a été un petit peu dévalorisé, même si maintenant il y a une nouvelle façon, heureusement, de le percevoir. En revanche, ce qui me semble intéressant, c'est que la problématique de l'immatérialité patrimoniale qu'il y a dans des civilisations non européennes nous est revenue. Et que les injonctions de l'UNESCO, par exemple, ont amené, je dis nous, comme Kristeva, ont amené les Européens à intégrer ou réintégrer cette dimension immatérielle dans sa conception patrimoniale. Alors enfin, dernier point, je ne me souviens plus de la manière que vous avez eue de formuler votre dernière question, c'était sur... Rappelez-moi. Je parlais des mémoires et l'attachement. Ah oui, l'expérience du sensible. Oui, oui. Ça, c'est une question extrêmement vaste. La mémoire, c'est l'idiosyncrasie, comme l'on dit. C'est-à-dire ce qui m'est radicalement propre. On peut imaginer que dans 50 ans, vous ayez à raconter cette journée. Dans 50 ans, il y en a qui ne se souviendront plus, il y en a qui ne se souviendront même pas de la journée, mais il y en a qui ne se souviendront plus du lieu, il y en a qui ne se souviendront plus des intervenants, il y en a qui se souviendront que ce jour-là, ils avaient un mal de tête carabiné, il y en a un autre qui dira, ben oui, ce jour-là, j'ai rencontré ma copine, etc., etc. C'est-à-dire que le même événement donne lieu à des mémoires qui sont on ne peut plus intimes. Et c'est tout le danger de la mémoire. Et c'est pour ça que c'est, à mon avis, très difficile d'intégrer la mémoire dans les patrimoines, même si je considère qu'elle y a sa place, c'est pas là la question. Mais méthodologiquement, c'est extrêmement, et épistémologiquement, c'est extrêmement délicat. D'abord parce que, qu'est-ce qui fait la légitimité d'une mémoire ? Et puis d'autre part, parce qu'on peut dire n'importe quoi dans une mémoire, après tout. Et puis d'autre part, toutes ces mémoires se valent. Donc, finalement, nous nous retrouvons devant quelque chose d'extrêmement divers, multiple. Quant à la mémoire collective, vous avez utilisé ce terme
à la suite, je suppose, d'Albax et de Jung, eh bien, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup. Le problème, c'est avons-nous une mémoire collective européenne ici? Je pense qu'elle émerge, mais qu'elle est encore extrêmement parcellaire et surtout très récente. En Franche-Comté, on se souvient de la guerre de 30 ans. Dans nos régions, on ne se souvient pas de la guerre de 30 ans. Dans des territoires comme l'Alsace et la Lorraine, on se souvient de 1914, des cruautés de 1939-45, bien, mais d'une façon très différente de ce que nous avons vécu ici à Saint-Étienne. En 14, on était loin du front, et en 1939-45, finalement, on a été envahi véritablement qu'en 1942, occupé véritablement qu'en 1942. Nous n'avons pas la même manière de vivre cela. La mémoire collective ici est très limitée. Il y a des éléments tangentiels, dirais-je. Quant à dire qu'elle est totalement collective, et on peut ainsi démultiplier les exemples. En revanche, il peut y avoir des mémoires collectives qui se créent, mais je ne veux pas trop en parler parce que je déborderai sur le sujet de Jacqueline Bayon. Mais je pense que dans le thème sportif, on peut voir apparaître ce type de mémoire collective. Alors bonjour, j'aimerais poser une question, mais avant j'aimerais introduire. Je suis à gauche, oui. À gauche. Oui. Vous avez évoqué plusieurs dimensions très intéressantes sur le patrimoine au début. Ça me fait rappeler de quelque chose que vous avez évoqué durant le cours sur les crises et risques. C'est sur la discontinuité. Ça me fait rappeler du point où vous avez parlé comment on se souvient plutôt des moments négatifs sur l'échelle de l'histoire. On se souvient toujours des moments négatifs, des guerres, des choses qui ont transformé et bouleversé. Et ça, c'est un caractère de crise. Mais les gens heureux n'ont pas d'histoire, c'est bien connu. Oui, mais on arrive toujours à un point où je trouve mal à faire un lien avec le patrimoine, comme patrimoine, une notion globale ou bien une notion très exacte, parce que normalement, moi, personnellement, je pense au patrimoine. Il a le rapport avec une échelle d'identité. Ça veut dire, c'est comme ici, comme on essaie de faire, d'établir une certaine identité européenne. Par exemple, toujours on démarre par notre nom, notre prénom, notre famille, notre communauté, puis notre pays, notre nationalité, et puis maintenant notre continent et la notion nouvelle de l'UNESCO, le Global Citizen. C'est toujours des essais où on tente d'être reconnu, mais la question, quel est l'impact d'être reconnu comme ça, à des échelles, et sur la génération future? Parce que maintenant, l'importance de reconnaître un patrimoine, je pense, c'est relié à la durabilité culturelle, économique, politique, toutes les dimensions ça. Mais quel est l'impact d'être vraiment reconnu par les générations futures à plusieurs niveaux, avoir des valeurs à plusieurs niveaux, et pourquoi ça ne suffit pas d'être reconnu comme on était toujours reconnu? Merci. Oui, une question intéressante. C'est une question qui, je crois, M. Turgeon ou Jacqueline Bayon ou d'autres me diront peut-être le contraire, mais moi je vais vous donner encore une fois mon avis. Je pense que les générations récentes ne perçoivent pas la question de la même manière que nous. Antérieurement, on se définissait par rapport à un patrimoine. Alors on ne vous disait pas c'est du patrimoine. Mais lorsque, dans les classes, on vous faisait apprendre du Victor Hugo à ne plus savoir qu'en faire, ou du La Fontaine, on construisait un patrimoine
culturel, littéraire en l'occurrence, commun. Si vous citiez un vers, tout de suite vous aviez la suite du vers. Autrement dit, dans cette généalogie des patrimoines, vous vous placiez dans cet élément de continuité que vous évoquez très justement. Et je crois qu'aujourd'hui, les générations actuelles ne sont plus du tout dans ce cas de figure. C'est triste à dire, mais enfin c'est triste ou pas triste, peu importe. Mais je crois que cette continuité patrimoniale est en bonne partie coupée, pour des raisons très diverses dans lesquelles on ne va pas rentrer, qui ne sont pas de notre sujet véritablement. Mais on ne s'inscrit plus véritablement à l'intérieur de cet ensemble d'une façon explicite, j'allais dire lucide, consciente. Alors on peut avoir des bribes, bon, mais ça va être extrêmement, extrêmement limité. La participation à un champ symbolique est de plus en plus difficile, un champ symbolique collectif. Et donc, le rattachement à ce patrimoine, même national, est désormais remis en cause. Et ce n'est pas avec de cours de culture générale qu'on arrivera à transformer cela. Parce que c'est le fruit d'une sédimentation. C'est le fruit de quelque chose qui s'établit dans la durée. Ce n'est pas avec des pilules que subitement on va prendre Victor Hugo. Je prends Victor Hugo parce que je l'ai cité. Et donc, l'arbre patrimonial, avec toutes ses ramifications, aujourd'hui n'est plus véritablement perçu. Ça tient à un autre élément, je ne veux pas rentrer dans le débat, vous en avez certainement entendu parler, Hartog a longtemps évoqué l'affaire, c'est le thème de des régimes différents d'historicité, avec l'idée que on n'est plus dans la durée, mais que l'on est au contraire dans l'immédiat, c'est-à-dire dans le contrat même du patrimoine. On ne s'inscrit plus dans une durée, mais on est simplement un individu dans un moment M, et qui n'a plus forcément de référence avec un champ symbolique antérieur ou plus ancien. Il se définit par rapport à un champ symbolique immédiat. Puis voilà, c'est tout. Les petits textos que j'envoie à ma copine et compagnie. Bon, c'est ça. Donc, la question du patrimoine est un problème extraordinaire dans ce cadre d'un délitement du problème de la transmission. Délitement de la transmission. Et on n'est pas là pour le regretter ou pas, c'est pas là le problème, c'est un diagnostic, c'est tout. Je pense peut-être que mes collègues ont quelque chose à dire là-dessus, non ? Oui, peut-être, juste pour compléter un petit peu et ajouter à la discussion, je crois que, pour donner suite à ce qui a été dit, qu'il est tout à fait possible d'envisager qu'il y ait un patrimoine qui soit partagé, des éléments de patrimoine qui soient partagés, et d'autres qui ne le soient pas. Et donc, je veux dire, dans la vraie vie, ça existe continuellement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on partage, qui nous réunissent, mais il est tout à fait normal aussi qu'il y ait des choses que l'on ne partage pas et qui sont réservées à d'autres personnes, que ce soit la religion, le sentiment d'appartenance à un territoire, à un groupe, etc. Et donc, c'est important également donc, de reconnaître cette différence et le patrimoine des autres. Et je pense que ça aussi, ça peut faire partie du programme, de votre programme du patrimoine européen, c'est-à-dire de aussi reconnaître cette diversité, trouver des façons pour qu'elle soit respectée, exprimée, et je pense que ça peut être aussi un élément qui vient compléter l'autre qui est celui de la construction ou du travail sur le commun. Donc, en fait, je pense que c'est
c'est important de ne pas oublier que l'un n'exclut pas l'autre finalement, que les deux programmes sont tout à fait intéressants, très complémentaires et puis, je pense, généralement souhaités par la plupart des gens. Oui, je partage tout à fait votre avis. J'apporterai simplement J'apporterai simplement un petit bémol. C'est que je crois que dans des vieux États-nations, comme par exemple la France, parce qu'en définitive, ils ne sont pas très nombreux, eh bien, le patrimoine, comme le disait mademoiselle, c'est-à-dire cette espèce d'axe sur lequel on s'inscrit, tenait une place essentielle. Et que c'était un patrimoine commun qui avait été construit. Nous sommes dans une illusion du discours absolument totale. Foucault l'a très bien étudié pour différents sujets. Et cela donnait corps à cette nation. Le patrimoine en étant un élément essentiel. Patrimoine, par exemple, de la langue. Et ce délitement que j'évoquais, à mon avis, est à rapprocher d'un autre délitement, qui est peut-être aussi une chance pour la construction d'un patrimoine européen, qui est celui de l'État-nation. Alors, là encore, je ne porte pas de jugement, mais finalement, ces patrimoines nationaux se sont construits avec la nation. Et l'affaiblissement de ces États-nations, aujourd'hui, peut être une possibilité de recomposition autrement. Tout à l'heure, vous disiez qu'il ne faut pas reprendre du vieux pour faire du neuf. Oui, parce que la structure n'est plus la même. Mais la difficulté, c'est que pour le même coup, il va falloir que chacun de ces éléments individuels puisse se replacer dans une autre continuité, dans un autre patrimoine que ceux même que les nations avaient construits précédemment. C'est peut-être là où la transition est difficile. Mais vous ne pensez pas qu'on peut continuer à reconnaître jusqu'à un certain point ces patrimoines nationaux tout en travaillant sur la construction d'un patrimoine plus important qui serait davantage partagé par ces... Oui, mais je suis d'accord. Mais ils sont quand même le fruit d'une volonté politique. Oui. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, est-ce que le support qui a généré ces patrimoines, disparaissant ou s'affaiblissant, ces patrimoines auront encore une pertinence quelconque. Et ils se sont définis d'ailleurs en écrasant les autres patrimoines. Si on prend le patrimoine de la langue, par exemple, eh bien, il est évident que le patrimoine du français, de la langue française, s'est fait au détriment du patrimoine breton, corse, occitan, que sais-je. Et aujourd'hui, l'affaiblissement de ce patrimoine linguistique français, c'est aussi d'une certaine manière la difficulté que l'État-nation a encore à imposer de manière, uniforme, son autorité en tout point du territoire. C'est aussi ça. Avez-vous d'autres questions ou remarques? Il est 11h30. Il y a peut-être il y a un sujet que vous avez abordé là que je trouve vraiment très intéressant du point de vue du patrimoine, c'est celui de l'hymne européen, qui était quelque chose lié au nazisme et puis qui a été un peu récupéré. Et c'est très intéressant parce que j'ai souvent observé ce phénomène dans d'autres champs de construction du patrimoine. Je pense que ça nous démontre bien que... Champ, C-H-A-M-P-S, pas oui. C-H-A-N-T. Oui, oui, champ, C-H-A-M-P-S. Alors c'est intéressant parce que ça nous démontre qu'il peut y avoir des ruptures importantes dans le patrimoine
que ce n'est pas que de la continuité, et que je pense que ces intégrations finalement d'éléments qui avaient été parfois rejetés, ou cette réintroduction dans le champ patrimonial de ceux qui avaient été rejetés, peut être l'affirmation d'une volonté politique, hein, et d'une volonté de dire justement qu'on peut reprendre des éléments et en faire quelque chose de bien, hein, et qui peut être partagé, alors qu'à un moment donné de l'histoire, ces choses-là ont représenté une exclusion. Et d'autant plus que récupérer quelque chose qui a été une exclusion pour en faire un élément de partage, c'est une façon d'affirmer une force dans la collectivité, hein, une force de la communauté qui a justement la force de faire cela, hein, de changer le cours, la définition des choses. Vous voyez ? Oui, nous sommes en permanence en composition, décomposition, recomposition. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est particulièrement intéressant pour les patrimoines immatériels dont on parlait tout à l'heure. Oui, alors je vous passe, voilà. Bonjour. Donc, je veux revenir avant tout, je ne sais pas si je reviens en arrière, mais pour la définition même du mot du patrimoine. Donc, si je vais essayer de schématiser un petit peu rapidement, c'est le fait d'hériter, d'hériter, c'était le début. Avec les États-nations, c'est la nation qui voulait les valeurs identitaires, remettre le patrimoine même. C'était un choix plutôt, on va dire, politique. Aujourd'hui, si on va simplifier les choses, on va dire que c'est ce qu'un groupe s'approprie. Donc c'est un patrimoine qui appartient au groupe même. C'est même pas une... Donc avec l'idée du patrimoine européen, avec l'idée de nommer ou de définir un patrimoine européen, pour moi il y a deux questions. Entre la mondialisation qui essayait à un certain point de supprimer les minorités, et là on est comme quoi on essaye de retourner en arrière et de dire que non, il y a aussi des petits groupes qui ont une certaine identité, c'est le côté du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il faut reconnaître tous ces petits groupes, on va dire. Tous ces petits quoi ? Tous ces petits groupes minoritaires. Oui. Ma question sur le patrimoine européen, est-ce qu'après toute cette évolution qu'on a déjà vue au niveau historique, est-ce qu'il y a une prise en conscience d'une stratégie pour la marginalité que vous avez déjà évoquée au niveau culturel et social ? Alors, il existe une charte des langues en Europe, par exemple, qui impose, donc fixée par l'Union européenne, hein, rédigée. Vous êtes à droite ou à gauche ? À gauche. Donc il y a une charte des nations européennes, les États membres de l'Union européenne devant favoriser le développement des cultures et des langues attachées, donc associées. Alors, cette charte des langues, je vous signale que la France ne l'a signée il n'y a qu'un an, je crois. Nous avons un bel exemple ici de ce que je disais tout à l'heure sur le patrimoine linguistique, c'est-à-dire que la France refusait de signer cette charte, considérant que ça allait à l'encontre de sa construction historique, politique, institutionnelle, etc., et que cela pouvait au contraire déliter son architecture, sa construction. Alors, la France a signé cette charte il y a un an et demi, et c'est une charte qui est importante parce qu'elle essaye justement de favoriser les minorités, les marginalités linguistiques et culturelles au sein de l'Union européenne. Donc, on a ici un exemple de cette stratégie, comme vous dites justement,
de reconnaissance de ces individualités. Dans des pays comme, par exemple, l'Espagne, voire l'Italie, ça n'a pas posé véritablement de problème. Il y a une tradition dans ce sens. Dans un pays comme la France, ça a été beaucoup plus problématique. Donc, ça, c'est une première réponse. Alors, il y a un deuxième point, vous me parlez de la mondialisation. J'éviterai d'en parler maintenant parce que je vais revenir sur ce thème cet après-midi. Donc, je ne voudrais pas vous donner des éléments sur lesquels j'aurai à nouveau une réflexion. Ça ferait un petit peu réchauffer. Mais effectivement, c'est tout à fait intéressant de voir que nous sommes en un temps où les patrimoines des groupes prennent de plus en plus de place, des communautés, dirais-je, prennent de plus en plus de place. Et là, nous sommes en train, nous, aujourd'hui, d'envisager la possibilité d'un patrimoine européen. Comme si finalement nous avions deux tendances qui se contrarient. D'ailleurs, d'un point de vue géopolitique, c'est tout à fait évident. Nous savons les tensions extraordinaires au sein de l'Espagne, la Catalogne demandant son indépendance, revendiquant un patrimoine, des patrimoines qui lui sont propres. On peut dire la même chose de l'Écosse, on peut dire la même chose de la Corse, on peut dire la même chose, alors c'est moins visible, mais la Bavière, à mon avis, ne serait pas bien loin derrière. Enfin bref, il y a toute une série d'espaces géographiques qui sont en train d'essayer de poser des questions identitaires et des revendications qui ne sont pas simplement d'ordre patrimonial, mais également d'ordre proprement politique. Ce qui, évidemment, est un contresens de l'histoire de l'Union européenne. À moins que l'on ne conçoive l'histoire d'une fédération et non pas d'un ensemble d'États, puisque l'Union européenne est conçue comme une fédération d'États-nations. Oui, excusez-moi. En fait, j'ai une question, ce serait plus pour le futur. Pour le futur. Oui. Est-ce que... Ah, je ne suis pas Madame Soleil. Non, je sais bien, mais c'est votre avis que je demande. C'est malgré tout ce qu'on a pu dire, est-ce que vous pensez que le patrimoine qu'on est en train de constituer pour le 21e siècle sera européen ? Est-ce qu'on est en train de constituer aujourd'hui, peut-être qu'on n'arrive pas à le récupérer sur le patrimoine ancien, mais est-ce qu'on est en train d'aujourd'hui constituer le patrimoine européen ? C'est à droite ou à gauche ? À gauche, toujours. Vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, j'aurais eu une réponse, et là j'en aurai une autre, et elle sera plus prudente. La question va être celle de la pérennité de l'Union européenne. Jacqueline Baillon l'a dit tout à l'heure. Les forces actuelles ne sont plus des forces centripètes, c'est-à-dire des forces qui rassemblent, elles sont des forces centrifuges. Donc, la question est de savoir si, le processus d'unification engagé par la France, par l'Allemagne, par le Benelux, l'Italie, si ce processus engagé après la guerre a encore un sens. Bon, si oui, dans ce cas-là, il y aura possibilité de construction d'un patrimoine européen qui pourrait reposer sur la somme de ces patrimoines. Mais maintenant, il y a d'autres éléments qui interviennent et qui modifient considérablement les enjeux, non seulement géopolitiques, mais même géostratégiques, c'est-à-dire, j'y intègre une notion militaire à l'intérieur. C'est que, aujourd'hui, la question est posée très ouvertement dans certains milieux bruxellois et politiques de l'éclatement de l'Union européenne et d'une possible recomposition sous une autre forme qui pourrait peut-être d'ailleurs reprendre les premiers partenaires. Finalement, nous sommes confrontés devant, encore une fois, les conséquences de l'histoire. L'Union européenne telle qu'elle a été construite a été élaborée jusqu'à la période
disons, de la chute du bloc soviétique et de l'Union soviétique elle-même en 1990-95 dans ces eaux-là. Bon, ça dépend des pays, ça dépend des domaines. C'est-à-dire que personne n'avait envisagé l'idée qu'il pourrait y avoir un jour un pays comme l'Ukraine qui demande son adhésion à l'Union européenne. Or, maintenant, on a engagé, à ces années 90, une stratégie qui a été une stratégie de l'élargissement maximal. 27, 28 pays, bien, bon, c'est-à-dire bien plus que les 6 pays originels. Les 6 pays originels qui étaient les pays à l'ouest. On est désormais très largement ouvert sur la partie orientale de l'Europe. Et c'est là où l'enjeu patrimonial est tout à fait important. Parce que l'Union européenne s'est construite dans une conception politique et idéologique avec des références communes. Tout à l'heure, on parlait de l'hymne à la joie, enfin de l'Ode à la joie. On pourrait parler du drapeau européen. Or, nous savons qu'il y a des pays, comme la Pologne, qui refusent, ou la Hongrie, a fortiori, qui refusent de mettre le drapeau européen sur leur monument. Or, c'est quand même la marque de l'adhésion. Et qui refusent de faire jouer l'hymne européen. Dans ce cas-là, un patrimoine, comment est-il possible, alors qu'il y a un authentique patrimoine polonais, hongrois et tout ce que vous voulez là-dedans? Il n'y a pas le moindre problème. Le pape Jean-Paul II avait dit un jour que la réunification de l'Europe, c'était un petit peu comme les 2 poumons d'un même organisme. Il y avait un poumon droit et un poumon gauche, il y avait un poumon occidental et un poumon oriental. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les 2 poumons n'ont pas l'air de respirer de la même manière. Ça pose des problèmes d'asthme. Il y a des phénomènes d'étouffement. Alors, je ne sais pas. Je me pose très sérieusement des questions. J'ai entendu des commentaires de spécialistes sur la question. Il y a un certain pessimisme, pour ne pas dire un pessimisme certain. Ça ne veut pas dire que l'Europe va disparaître, ce n'est pas du tout ça l'idée. Mais l'Union européenne, dans sa composition actuelle et avec ce qui est attaché à elle et à son histoire, car elle constitue en elle-même un patrimoine, eh bien cette Union européenne, aujourd'hui, est très sérieusement menacée. De l'intérieur comme de l'extérieur. J'avais peut-être juste envie de profiter de ce petit moment de silence. Oui, c'est M. Turgeon, oui, de nouveau. Allez-y, mais la parole vous est ouverte. Donc, pour revenir à une question que vous avez évoquée tout à l'heure, qui me semble importante, celle du patrimoine immatériel. Enfin, c'est tout à fait vrai que le patrimoine immatériel est une catégorie de patrimoine qui est moins connue. Les gens vont l'évoquer moins lorsqu'on fait des sondages, etc. Moins identifié, disons, comme patrimoine. Hein. Tout à fait. Souvent, on va l'évoquer comme étant des traditions, du folklore. Enfin, il y a toutes sortes d'expressions, mais je pense que c'est quand même important d'y réfléchir parce que d'une part, je crois que cette non-reconnaissance de ce patrimoine ou cette reconnaissance faible du patrimoine est liée justement au fait qu'il n'y avait pas jusqu'à récemment des conventions internationales qui permettaient de le reconnaître, alors que maintenant qu'il y en a, je pense qu'il va être de plus en plus reconnu parce que c'était un patrimoine qui était pratiqué mais qui n'était pas identifié vraiment comme patrimoine. Hein. Alors que maintenant, je pense de plus en plus, parce qu'il y a des instruments juridiques qui permettent de le reconnaître au niveau international et aussi au niveau national. Et je crois aussi que dans le projet de la construction d'un patrimoine européen, il peut jouer un rôle très important parce que justement, c'est un patrimoine qui est peut-être moins ancré dans des territoires. Hein. C'est un patrimoine qui circule, qui est un peu flou, les fêtes, les festivals, les chansons, la musique, etc. Donc, qui pourrait jouer un rôle important, je pense, dans la construction
dans cette reconfiguration d'un patrimoine européen. J'en prends pour preuve sur les listes, par exemple, du patrimoine immatériel. Il y a des listes maintenant qui ont été établies comme pour le patrimoine mondial. Et il y a de plus en plus de demandes qui sont faites par plusieurs pays. Oui. Par exemple, la reconnaissance, je pense, des géants. Je pense la demande a été faite par la France, la Belgique, je pense l'Espagne et la Suisse. Il y avait au moins 4 pays, si ma mémoire est bonne, qui ont fait cette demande. Donc, je pense que là, c'est un exemple intéressant de regroupement de pays qui partagent un patrimoine immatériel commun et qui peut faire partie justement de ce programme de construction du patrimoine européen. Le patrimoine environnemental aussi peut donner des éléments de ce genre. Je pense par exemple au patrimoine, au paysage culturel UNESCO du Mont Perdu, entre la France et l'Espagne. Mont Perdu, c'est donc dans les Pyrénées, qui est un exemple de ce type. Oui. Oui, je suis de votre avis, encore qu'on ait eu un tour de passe-passe il y a quelques années assez curieux de la part de la France, quand le savoir, le patrimoine de la table, qui était un patrimoine éminemment matériel et lié au savoir-faire de la table, a été transformé politiquement en patrimoine de la gastronomie française, ce qui n'était pas du tout la même chose. Et avec une volonté très claire d'identification nationale à ce moment-là. On a détourné le label, là, carrément. Une question sur votre gauche. Oui, mais on va peut-être pas tarder à suspendre nos débats. Oui, juste pour rebondir sur le patrimoine matériel et immatériel, j'avais parlé tout à l'heure de l'attachement et l'attachement à quelque chose. Et lors d'un cours avec Aurélie sur veille, on travaillait sur crise et risque, oui. Et donc par rapport aux attentats de Paris, il y a un retour au symbole et à la monumentalité. Tout à fait. Et ce que je veux dire, c'est que peut-être la différence, justement, par rapport, c'est l'attachement à quelque chose qui est matériel, c'est-à-dire concret, physique. Et peut-être qu'il y a certaines cultures ou d'autres gens qui s'attachent à quelque chose qui est immatériel, c'est-à-dire l'importance au matériel et immatériel. D'où l'inscription de plusieurs patrimoines matériels en Europe. Et la plupart, justement, des patrimoines immatériels sont à l'extérieur de l'Europe. Voilà. C'était juste une remarque. Allez-y, mais on vous entend mal parce que vous... Allez-y, terminez. C'était juste pour rebondir, c'est pas une question, mais c'est une réflexion peut-être. C'est tout. Oui, vous avez totalement raison. J'ai en tête un cas très remarquable, qui est celui de la place de la République, à Paris, qui est devenu, c'était un lieu, bon, déjà d'une histoire bien longue, avec le génie de la République sur la tour, bon, mais pas la tour, la colonne, mais la République, la place de la République est devenue une espèce de je vais utiliser un grand mot, à mon avis, il ne faudrait pas l'utiliser encore, mais enfin, utilisons-le pour faire comprendre, qui est déjà devenu une sorte de lieu de mémoire de ces attentats du mois de novembre. Avec les fleurs, les bougies, etc. Bon, c'est-à-dire que l'on a ici récupéré alors, le lieu et ce qu'il portait avec lui, cette espèce d'immatérialité qui était l'idée de République. C'est comme ça que je pense qu'on peut le voir. Et la monumentalité, oui, effectivement, elle joue un très grand rôle. Vous avez tout à fait raison. Mais nous en reparlerons demain après-midi. Vous voyez, tout se recoupe. Moi j'ai une question. Est-ce que vous pensez, je reviens un petit peu en arrière sur la question de l'Europe de l'Est et de l'Ouest, est-ce que vous pensez que pour l'Europe de l'Ouest, le patrimoine est plutôt, je ne sais pas si c'est une évolution comme une valeur culturelle actuellement,
et que pour l'Europe de l'Est, c'est plutôt une valeur identitaire. Et c'est l'une pas des contradictions, mais des oppositions, on va dire. Et là, je fais référence donc juste au groupe d'appartenance et au groupe de référence qu'on avait déjà évoqué durant les cours. Oui, groupe d'appartenance, groupe de référence. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que c'est ça une des différences, on va mettre ça. Oui, il y a peut-être ici, votre grille de lecture est peut-être pas du tout inappropriée. Je pense que nous ne voyons pas le même patrimoine entre l'Est et l'Ouest. Chaque fois que je vais dans l'Est de l'Europe, je suis très frappé de ce qu'ils nous montrent. Je vais vous donner un exemple personnel. Je suis désolé de parler de moi, mais c'est bien encore ce que je connais le mieux. On m'avait envoyé, l'université m'avait envoyé il y a une douzaine d'années, oui 12 ans, en Pologne. Et j'étais allé à Varsovie pour une mission exploratoire d'université, enfin laissons tomber, c'était administratif. Et puis, eh bien, j'avais été très bien accueilli, et on m'a dit, on va vous montrer différentes choses. Bon. Et on m'a montré, effectivement. Et ce qu'on m'a montré était très intéressant. On m'a montré d'abord la Varsovie reconstruite. Vous savez qu'elle a été totalement détruite en 1943-44 par les nazis et puis ensuite par les soviétiques. Et on a reconstruit. Et presque à l'identique, parce qu'ils avaient tous les plans, tout avait été très largement relevé, tout avait été très largement relevé dans la période des années 30. Donc on a reconstruit. Et c'est très intéressant de voir ce qu'on a reconstruit. On a reconstruit le Varsovie du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le Varsovie d'avant l'arrivée des Russes, puisque vous savez que la Pologne est partagée par trois partages successifs en 1772, 1793 et 1795, qui mettent fin à l'existence de la Pologne. Eh bien, on a reconstruit le Varsovie d'avant l'arrivée des Russes. On ne pouvait pas faire plus identitaire. Et puis on m'a montré les églises. Ah, les églises de Varsovie, je les ai toutes vues. Ils me les ont toutes montrées. Comme si vous voulez, c'était d'abord le patrimoine religieux qui l'emportait, le monumental et le religieux. Et à chaque fois, on me montrait bien le lieu où le pape Jean-Paul II était venu s'agenouiller, ce dont j'avais absolument rien à faire. Bon. Mais ça faisait partie finalement de leur conception du patrimoine. Et moi, j'étais avec un collègue, j'avoue que je rigolais pas mal, parce que je trouvais ça très naïf quelque part. Et moi, en revanche, je voulais voir quelque chose. Je voulais voir un lieu très précis qu'on appelle l'Umschlagplatz, qui est à Varsovie, le lieu où les déportés, à partir de 1942, quittaient le ghetto, les déportés juifs quittaient le ghetto et allaient au camp d'extermination de Treblinka. On ne me l'a jamais montré. Pas intéressant. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que ce patrimoine-là n'était pas identitaire pour eux. Qu'est-ce que c'était que ces juifs qu'on avait massacrés après tout? C'était ça l'idée. Hein, bon. Et il a fallu que je me batte, mais vraiment, vraiment fortement, pour dire je veux aller voir cet endroit. Et on m'a emmené très vite, mais en combien? 10 minutes, en allant prendre l'avion. On m'a dit ah c'est là l'Umschlagplatz. Hop, terminé, on s'en va. C'était pas intéressant pour eux. C'était pas le patrimoine identitaire, comme vous l'avez très justement dit. C'était pas le patrimoine de la grande Pologne, hein, de la Pologne, qui avait participé à l'opposition aux Ottomans, de la Pologne qui avait combattu. Non, c'était pas ça. Et de la Pologne religieuse, surtout, et de la Pologne très catholique. C'était pas ce patrimoine-là, moi, qui m'intéressait. Et voilà, j'ai très nettement senti que nous n'avions pas la même perception du patrimoine et que là, la mémoire commune était difficile. Très difficile. Parce que pour moi, Varsovie, c'était le ghetto. Et pour eux, Varsovie, c'était pas le ghetto. Le ghetto, ils l'avaient caché, ils l'avaient détruit, ils avaient construit des bâtiments et des grandes avenues dessus. Et quand j'ai demandé à voir le ghetto, on ne m'a pas montré le ghetto. Il a fallu que j'aille me promener dans des petits coins. Alors maintenant, j'ai appris qu'il
ils faisaient des travaux de fouille parce qu'ils s'apercevaient qu'on ne pouvait pas oblitérer l'histoire et un tel patrimoine avec une telle facilité. Ça ne se faisait pas. Il y avait toujours un retour de mémoire, que le refoulement était toujours quelque chose qui vous revenait dans la figure. Mais je crois que là, oui, nous avons une très nette distinction dans la perception patrimoniale. Vous avez raison. Et pour aller plus loin dans votre analyse, nous parlions de patrimoine commun. Aujourd'hui, les Polonais posent une très grave question à propos d'Auschwitz-Birkenau, parce qu'ils estiment que ça leur coûte très cher à entretenir, et ils ne veulent plus le payer. Donc, que disent les Polonais? Ils disent c'est un patrimoine commun, donc tout le monde doit payer. C'est une conception très particulière de la communauté patrimoniale. Bien, je crois, M. Turgeon, vous pouvez peut-être conclure sur cette matinée. Excusez-moi, je vous mets... Bien, non, écoutez, je pense que ça a été très riche. Et puis, nous avons progressé, hein, je crois que nous avons progressé, du moins, je parle pour moi, j'estime avoir beaucoup avancé ce matin dans cette réflexion sur le patrimoine européen et sur ce qui est le patrimoine plus généralement et sur son fonctionnement. Alors, je pense que tout ce qui a été évoqué ce matin sur le partage, sur la reconnaissance de la diversité, sur la façon dont les patrimoines sont construits, déconstruits et reconstruits, je pense que ce sont des questions très importantes et qui démarrent bien la série de séminaires qui vont suivre. Voilà. Alors, je vous remercie d'ailleurs pour votre exposé qui était vraiment très, très clair et très éclairant ce matin. Merci. Avant que vous partiez, Voilà, c'est ça, des consignes. nous avons un message d'Aurélie. Alors, je vous le transmets.